Bonjour à toutes et tous. Une fois de plus, un grand merci d'accorder du temps et de participer à ce webinaire sur l'économie circulaire. Damien l'a dit, mais je le rappelle, hein, c'est un événement que nous avons co-organisé avec nos amis de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, avec évidemment notre chambre France-Suisse. Je suis Philippe Bernard, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse et aussi président de la Commission sur le développement durable. Et dans ma vie opérationnelle, je suis également CIO adjoint de l'entreprise Losinger Marazzi, qui est la filiale de Bouygues Construction en Suisse. La Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse, c'est une association qui est en Suisse depuis cette année 130 ans, donc c'est une vieille dame. Et qui est un partenaire d'affaires privilégié des entreprises françaises, mais aussi des entreprises suisses, et qui ont des activités de part et d'autre de la frontière. C'est une chambre qui anime un réseau et une richesse de plus de 1000 entreprises membres, dont 80% sont sur le territoire suisse et 20% sur le territoire français. C'est une chambre qui organise plus de 140 événements chaque année, donc qui est très dynamique, avec plus de 1200 prestations et services rendus chaque année à ses membres. Il y a 2 ans, nous avons créé plusieurs commissions, dont une qui est une commission stratégique sur le développement durable que j'ai le bonheur et la chance de présider. L'idée, c'est d'accompagner ces membres, surtout les PME, sur le chemin de la durabilité, avec ses enjeux, ses opportunités, mais aussi ses défis. Avec des actions de sensibilisation, d'information, mais aussi pour inspirer et donner des outils pragmatiques pour nos PME. L'économie circulaire qui nous rassemble aujourd'hui, c'est vraiment une chance de repenser notre manière de produire et de consommer. Ça va pouvoir transformer des contraintes environnementales en opportunités, véritables opportunités d'innovation, bien sûr, au service d'une croissance durable, mais aussi, et plus directement, des opportunités pour des entreprises de positionnement de marché. C'est très intéressant. Alors, il va y avoir des défis, des modèles d'affaires à réinventer. Il va y avoir des défis autour des exigences réglementaires. Ça va nous donner des possibilités autour de la réduction de coûts, d'amélioration d'efficience, de renforcement de compétitivité. Donc, je dirais un enjeu de marché, un enjeu d'entreprise, et c'est vraiment ce que nous allons développer à l'occasion de ce webinaire, avec des témoignages de plusieurs niveaux, de plusieurs entreprises, de plusieurs experts. Et j'ai la chance et l'honneur de vous introduire, vous présenter donc Madame Véronique Rioton, qui est députée de Haute-Savoie, qui est rapporteure de la loi AGEC à l'Assemblée nationale, et qui est évidemment très impliquée depuis la première heure sur ce projet de loi. On va être aussi accompagné de Madame Joséphine Courtois, qui est manager chez DSS+, qui est donc consultante expert à Paris sur le sujet de l'économie circulaire. Nous aurons le plaisir aussi d'entendre Céline Druet, qui est responsable RSE de l'entreprise MAPED, spécialiste français des produits scolaires et des loisirs créatifs, société à mission depuis 2022. Monsieur François Aznar, qui est chef de projet R&D et éco-conception chez MAPED. Et enfin, Thomas Hurier, qui est fondateur et CEO de 1083, qui est une marque de vêtements éco-conçue et made in France. Donc écoutez, une fois de plus, un grand merci de votre participation et je crois que sans attendre, je vais passer la parole à Madame Rioton qui va nous présenter la loi AGEC et introduire notre thème. Un grand merci. En tout cas, merci infiniment pour votre invitation. Je suis effectivement donc Véronique Rioton, députée de la Haute-Savoie. Je préside à l'Assemblée nationale la délégation droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et c'est très concordant au sujet également d'économie circulaire. Donc, j'ai été rapporteure de la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Donc, c'est une loi qui a été co-construite dès 2018 avec l'élaboration de la feuille de route de l'économie circulaire qui avait lieu en 2018. Et finalement, la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour l'économie circulaire, ça a été la retranscription des dimensions législatives de cette feuille de route
Et elle avait un objectif assez ambitieux. Elle a un objectif ambitieux, en fait, c'est changer en profondeur nos process de production, nos process de consommation, et pour basculer évidemment d'une production d'une économie linéaire vers circulaire pour protéger les ressources de la planète. Alors, cette bascule, elle est importante parce qu'elle concerne finalement l'ensemble des acteurs pour fonctionner. On a à la fois les producteurs, les metteurs en marché, les consommateurs, les élus, les collectivités, l'État. On a aussi les associations environnementales et les consommateurs. Donc, tous ces acteurs sont concernés. Et puis, finalement, cette loi, elle a vraiment été conçue dans une concertation pour embarquer tout le monde vers ces changements de comportement. Évidemment, pour de nombreux professionnels, en fait, dans la loi, on a mis des trajectoires de changement et ça impose pour les professionnels des changements de mode de production et même finalement de travaux sur l'innovation, des travaux sur les investissements de modification. Ça aboutit principalement, je pense que ce que je peux vous témoigner, c'est le principe des REP. En France, la responsabilité élargie des producteurs avec le principe du pollueur-payeur permettant en fait aux filières de s'organiser pour aller de l'organisation de la collecte, au traitement des déchets, à toute la dimension de l'éco-conception. On a une vingtaine de REP qui existent actuellement. À travers cette loi, on va des déchets du BTP aux jouets, aux logos, les huiles minérales, les chewing-gums, aussi plus proche de chez nous en Haute-Savoie et proche aussi de la REP sport et loisirs. Peut-être dire que pour permettre finalement d'aller dans la mise en place de cette loi, on a continué le travail avec les acteurs dans la réalisation des décrets qui permet d'ajuster en fait toute cette dynamique. Et puis pour la mise en œuvre très concrète, l'agence de l'État, donc l'ADEME, l'agence de transition écologique, a beaucoup travaillé les process pour accompagner les entreprises et beaucoup de financement de ce point de vue-là qui permet finalement aux entreprises de rentrer dans la dynamique du réglementaire, à la fois du point de vue de l'investissement, de l'innovation et puis finalement des ressources humaines. Actuellement, donc, on est à 4 ans de cette loi. Du point de vue législatif, on a un temps d'évaluation de la loi AGEC. Et donc, dans cette évaluation, on travaille non seulement la question des décrets, mais également comment la loi, elle a vraiment structuré les changements et comment les acteurs se sont saisis et comment ça change la vie des gens concrètement. Et ce rapport sera fait depuis le mois de mars. Donc, rapport d'évaluation que je suis en train de co-réaliser avec mon collègue Stéphane Delautrette, généralement une personne de la majorité, une personne de l'opposition. Voilà, en tout cas, du point de vue législatif, c'est aussi une loi pour laquelle j'ai beaucoup témoigné à l'étranger sur le principe des REP. L'Europe était assez intéressée avec des objets liés par exemple à l'indice de réparabilité ou l'affichage environnemental qui changent véritablement les questions de la demande. Voilà quelques mots. Je ne sais pas si je pourrais rester tout au long de votre webinaire, mais ravie en tout cas de voir que les entreprises s'en saisissent. Et puis, je reste à disposition, peut-être dans une dynamique plus sectorielle du côté haut-savoyard pour répondre à toutes vos questions ou accompagner votre transition. Ce sera avec plaisir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée, pour cette plongée dans les coulisses du projet de la loi AGEC et puis sur les implications depuis son lancement, depuis maintenant presque 3 ans. On va passer maintenant du côté de l'expertise avec un focus sur 3 points en particulier de la loi. Et je vais te laisser la parole, Joséphine Courtois, donc experte sur le sujet chez DSS+ à Paris, qui va pouvoir vous présenter ces implications sur 3 volets concrets de ces lois. Exactement, merci beaucoup Damien.
Donc, bonjour à tout le monde, je suis donc Joséphine Courtois, je suis le lead auprès de DSS+, sur ce qui s'appelle le Strategic Policy Intelligence, qui est donc un hub de notre entreprise qui a pour but d'accompagner les entreprises dans leur démarche environnementale et dans leur démarche en fait de conformité avec les lois, et notamment pour transformer ces lois qui sont finalement des obligations en opportunités. Donc aujourd'hui, on va voir en effet 3 sujets en particulier. Avant ça, je vais vous présenter rapidement donc, qui est DSS+. DSS+, c'est une entreprise donc, qui a pour but de protéger, transformer et en fait faire des changements au sein des entreprises qui sont durables. Donc on a 3 pôles qui sont le développement durable, les opérations et le risque. Tout ça dans une optique de transformation des entreprises et donc dans l'accompagnement des entreprises vers cette transformation. Aujourd'hui, on va se concentrer particulièrement sur l'axe développement durable et sur les lois. Comme l'a dit Madame Riotton, donc, on a vu la loi AGEC en France, mais en fait, ce sont des sujets qu'on retrouve dans la loi AGEC qu'on va voir se développer dans le monde entier. Donc notamment en Europe, mais aussi dans d'autres parties du monde, comme aux États-Unis, en Afrique, etc. Et donc dans ces développements d'obligations légales, il y a des sujets forts qui ressortent souvent, comme l'information environnementale que Madame Riotton a mentionné, le marquage des produits, des déchets, les allégations environnementales, la supply chain, les produits chimiques, etc. Donc ça, ce sont des grands thèmes sur lesquels on voit beaucoup de mouvements et sur lesquels les entreprises ont besoin d'accompagnement. Et donc nous, DSS+, on vient justement en renfort auprès des entreprises pour les accompagner en fonction de leurs besoins. Donc ça va du tracking et monitoring des obligations légales jusqu'à donc l'accompagnement et le soutien des entreprises dans leur conformité. Donc comment faire pour être conforme à une loi. On peut aller aussi jusqu'à donc l'audit et la vérification donc justement de la conformité des entreprises. Et ensuite, il y a tout un autre axe qui est pour le coup, qui se place sur les lois qui sont en développement, donc sur lesquelles on va avoir des opportunités d'advocacy, pour lesquelles on va pouvoir influencer le développement des lois pour être sûr qu'elles soient dans une optique de développement durable, de protection de l'environnement, mais qui soient alignées en fait avec les systèmes opérationnels des entreprises. Et ensuite, engager avec les différentes personnes stakeholders qui ont un rôle à jouer donc, dans ces législations. Et donc, notre rôle DSS+, ça va être d'accompagner l'entreprise tout au long de sa transformation, donc de la conformité des lois, de la conformité aux lois, jusqu'à la réduction des risques, en passant par l'augmentation en fait du focus, donc se concentrer sur telle et telle loi en fonction de la priorité de l'entreprise, et enfin dans la création d'opportunités pour l'entreprise. Maintenant, donc, si on se plonge dans le vif du sujet, donc, on parle aujourd'hui donc de la loi AGEC que Madame Riotton a présentée, mais c'est vrai que dans les 2 dernières années, 4 dernières années maintenant, il y a eu d'autres lois en France qui ont vu jour, notamment la loi climat, qui elle aussi va retrouver des thématiques qui ont été donc initiées dans la loi AGEC, notamment par rapport à l'information environnementale. Et donc, vous voyez, hein, on a quand même énormément d'obligations en tant qu'entreprise qui arrivent, qui sont déjà passées, donc pour lesquelles il faut déjà être conforme, mais aussi qui arrivent dans le futur. Et donc, c'est là où il y a tous les systèmes opérationnels qui doivent être mis en place par les entreprises. Aujourd'hui, comme Damien l'a mentionné, on va se concentrer sur 3 sujets. Donc, il y a l'article 13 de la loi AGEC qui demande en fait la mise en place d'informations aux consommateurs sur les produits des producteurs. Ensuite, les conditions autour des allégations environnementales. Et enfin, les plans de prévention. Donc, on va commencer par l'article 13, qui, je pense, est l'une des obligations les plus fortes de la loi AGEC, qui a demandé le plus qui est extrêmement complexe pour les entreprises, mais qui aussi est source d'opportunités. Donc, l'article 13, qu'est-ce que c'est? C'est l'obligation d'informer et de mettre à disposition des informations très spécifiques, qu'on appelle des caractéristiques,
des produits, donc REP, la REP, donc la responsabilité élargie du producteur que Madame Riotto a mentionné, donc de ces produits aux consommateurs. Qui doit donner ces informations? Ce sont les producteurs, mais aussi les importateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a du sens de vous présenter cette obligation, parce qu'en tant qu'entreprise suisse qui vend en France, vous avez potentiellement cette obligation. Donc les distributeurs, les revendeurs. Cette obligation, elle a eu une mise en place progressive, elle est encore, c'est encore c'est encore en train de progresser. Ça a commencé donc il y a 1 an avec les entreprises ayant plus de 50 millions d'euros de revenus et mettant plus de 25 000 unités sur le marché. Aujourd'hui, en 2024, ce sont toutes entreprises avec plus de 20 millions d'euros de revenus et 10 000 unités. Donc on voit, ça augmente petit à petit et ça augmente le nombre d'entreprises qui va être sujet à cette obligation. Pourquoi on parle d'une opportunité? Eh bien parce qu'en fait, en tant que revendeur ou distributeur, donc par exemple, si on prend la Fnac est un revendeur, elle va avoir pour obligation, si la Fnac, si un revendeur, on va arrêter de prendre la Fnac comme exemple, si un revendeur a donc rempli ces critères donc de revenus et de mise en marché unitaire, va devoir communiquer ces informations sur tous les produits qu'elle vend, notamment parmi des petits producteurs n'ont pas forcément ces revenus ou ces unités. Et en fait, vous, en tant que producteur qui ne remplissent pas forcément, pour l'instant, qui ne rentrent pas dans les cases de cette obligation, vous allez avoir une opportunité en fait de communiquer, d'être avant-gardiste et donc d'aller chercher les informations et les communiquer à la personne qui va revendre votre produit en France. Donc ça vous donne un avantage en fait concurrentiel par rapport à ça. Donc, on va regarder un peu plus en détail l'obligation. On va prendre l'exemple d'une machine à laver. La machine à laver, elle va être elle va tomber sous 4 produits, donc REP, responsabilité élargie du producteur. Il va y avoir le packaging, le papier, le produit électronique et la batterie potentiellement. En fonction de ces produits REP dont on parle, l'article 13 nous dit très clairement les informations, les caractéristiques environnementales sur lesquelles il va falloir communiquer. Donc ça va de la compostabilité pour le packaging jusqu'à l'incorporation de matières recyclées, la possibilité de réutilisation, la recyclabilité, la présence de métaux précieux, de substances dangereuses, les critères d'écomodulation. Donc c'est énormément d'informations, beaucoup de détails que les entreprises, pour lesquelles ça peut être très compliqué en fait à aller chercher. Et ensuite, il y a bien évidemment une obligation d'information qui, encore une fois, est très précise. Il y a des noms très précis à utiliser, notamment fiches produits relatives aux qualités et caractéristiques environnementales. Donc aujourd'hui, vous ferez peut-être attention en allant sur des sites, des gros sites français, vous commencez à trouver aujourd'hui donc les informations relatives à votre produit. Et donc, en allant dans le prochain, donc si on prend donc un exemple de machine à laver, il va falloir donc communiquer toutes ces informations. Et comment on les communique? C'est donc sur votre site internet en tant que producteur. Il va falloir créer une page dédiée, donc fiche QCE, qualité et caractéristiques environnementales. Et donc, ça peut ressembler à ça, par exemple, avec donc une section pour l'emballage. Vous allez dire, moi, incorporation de matière recyclée, mon emballage comporte au moins 90% de matière recyclée, elle est recyclable, elle a une écomodulation sur le contenu recyclé, etc. Pareil pour le papier, pareil pour les équipements électroniques. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement précis pour lesquels il faut aller récupérer les données. Donc, il y a un gros travail des entreprises sur la récupération des données. Bien évidemment, il y a une sanction parce que sinon, en fait, c'est pas drôle. Et donc, la sanction, elle peut être donc de 15 000 € ou alors ça peut être une sanction potentiellement plus salée, plus élevée. Donc, c'est pour ça que les entreprises donc, qui sont assujetties aujourd'hui à cette obligation sont obligées d'être conformes. Et c'est pour ça aussi que vous, en tant qu'entreprise potentiellement qui ne rentre pas aujourd'hui dans cette obligation, vous avez une opportunité en fait de faciliter le travail des plus gros ce qui va vous donner donc un avantage par rapport à d'autres entreprises qui ne fourniraient pas ces informations.
Alors, on va passer à l'article 12 de la loi climat et résilience, donc sur les allégations environnementales. Les allégations environnementales, aujourd'hui, en tant qu'entreprise en France, donc c'est une obligation qui est rentrée, qui est en marche depuis le 1er janvier 2023 et qui consiste à dire que si vous voulez faire une allégation environnementale, donc dire que votre produit est neutre en carbone, qu'il est complètement offseté, qu'il n'a pas d'empreinte environnementale, empreinte carbone, et bien en fait, vous avez le droit, mais il faut le justifier. Et il faut le justifier de manière très précise. Et tout ça est donné donc par la loi. Le but, eh bien, c'est d'éviter le greenwashing. C'est d'éviter que les entreprises puissent profiter en fait de ces termes en armes marketing et donc de faire en sorte que toute allégation soit bel et bien en fait backée par de la donnée. Donc, c'est n'importe quelle allégation sur n'importe quel format, enfin sur tout format. Donc, ça peut être sur des publicités, mais comme sur votre emballage, par exemple. Et donc, comment backer cette information? Il faut donner à disposition, mettre à disposition de votre consommateur, enfin directement à côté de votre allégation, un QR code. Un QR code ou un lien URL qui va permettre au consommateur d'aller extrêmement facilement vérifier cette information que vous venez de donner, donc cette allégation que vous venez de faire. Sur ce lien, donc, sur lequel vous redirigez votre consommateur, il y a il faut qu'il se trouve il doit y avoir un rapport très précis avec une annexe 1, une annexe 2, une annexe 3 qui va donner plusieurs informations. Donc la première annexe, ça va être sur l'empreinte environnementale de votre produit, donc en utilisant un ACV, une analyse de cycle de vie. La deuxième, ça va être votre plan de réduction de vos émissions sur les 10 prochaines années. Et ensuite, la troisième, c'est comment vous avez réduit, comment vous avez compensé vos émissions résiduelles. Donc, encore une fois, c'est toujours plus détaillé. L'annexe 1 vous dit qu'il faut utiliser une technique donc bien précise pour calculer vos émissions. Donc, c'est l'ISO 14067, qu'il faut donner un résumé de la méthodologie que vous avez utilisée, notamment parce qu'un ACV, il y a plusieurs éléments qu'on peut prendre en compte, pas en compte, en fonction des périmètres, etc. Et donc, il faut bien tout préciser. Et évidemment, si en fait votre impact environnemental augmente 2 années consécutives, il faut retirer cette allégation. L'annexe 2, donc, qui concerne le plan de réduction sur les 10 prochaines années, c'est donc il faut quantifier en tant qu'entreprise, il faut faire le travail de quantifier et d'avoir une target sur les 10 années à venir de réduction. Et il faut fournir il faut mettre à jour le progrès par rapport à cette target au bout de 5 ans. Et enfin, les informations sur comment est-ce que vous avez offseté, compensé vos émissions résiduelles. Donc les émissions résiduelles sont les émissions qu'on ne peut pas réduire, par exemple liées au transport. On a été obligé de transporter le produit d'un point A à un point Z, des émissions qu'on ne peut pas réduire. Eh bien ça, on va les compenser. Comment les compenser? Encore une fois, une sanction sévère attachée à cette obligation. Et quand on parle d'opportunité ici, eh bien, on parle d'opportunité parce que ça va permettre aux entreprises de se différencier. Si vous faites une allégation qui est véritable, qui est véridique, et on le souhaite et on l'espère, eh bien, vous allez pouvoir la justifier. Et en fait, ça va permettre aux personnes, aux entreprises qui, elles, font des allégations sans véritablement vérifier, sans s'assurer que c'est bel et bien correct, eh bien, ces personnes-là seront en fait punies et du coup ne pourront plus faire ces allégations. On va maintenant passer au plan. Je ne sais pas comment je suis niveau temps. J'espère que ça va. C'est parfait, Joséphine. Merci. C'est parfait. Bon, bah, génial. Et donc le dernier, j'espère que ça va, que je ne vais pas trop vite. Je sais que c'est beaucoup d'informations à absorber, mais vous aurez tout le temps de poser des questions plus tard. Enfin, donc le dernier article dont on voulait vous parler, parce qu'encore une fois, on parle de génération d'opportunités pour les entreprises, c'est le plan de prévention et d'éco-conception. Le plan de prévention et d'éco-conception, c'est une obligation donc au sein de la loi AGEC, qui consiste à dire que tout producteur qui mettent sur le marché français des produits sous une REP, donc sous une responsabilité, un produit donc à responsabilité élargie du producteur,
eh bien, ces producteurs doivent réfléchir et doivent mettre en place un plan pour bien prévenir et empêcher les déchets et mettre un plan d'éco-design. Pardon, le plan, c'est plan d'éco-design et de prévention. Ce plan, il doit être envoyé, il doit être fait tous les 5 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est un travail qui se veut être de fond. Le but, c'est vraiment de réfléchir à comment empêcher, comment réduire les déchets, comment maximiser l'éco-design de votre produit pour minimiser son impact sur l'environnement. Et ce plan, il doit être ensuite communiqué à votre éco-organisme. Donc, l'éco-organisme ou l'ADEME, dans le cas des filières REP qui n'ont pas été créées. Donc, je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a l'obligation, depuis le 1er janvier 2023, de mettre en place ces plans de prévention et d'éco-design, mais notamment pour la REP emballage. Donc, la REP emballage pour les produits industriels, pardon, pour les emballages industriels et commerciaux. Et en fait, cette REP emballage EIC, elle n'existe toujours pas. Elle va arriver normalement d'ici l'année prochaine. Et donc, dans le cas de ces emballages industriels et commerciaux, il va falloir communiquer votre plan auprès de l'ADEME. Maintenant, qu'est-ce que le PPE? Qu'est-ce qu'on entend par PPE, donc plan de prévention et éco-conception? C'est donc un rapport qui doit contenir des objectifs et des plans pour les 5 prochaines années, avec donc des actions très clairement identifiées. Il faut le mettre à jour tous les 5 ans, et la sanction, c'est une sanction de 7 500 €. Derrière, une fois que vous l'avez communiqué à votre éco-organisme, l'éco-organisme, lui, doit tous les 3 ans faire une synthèse de tous les plans de prévention des entreprises et le publier. Donc concrètement, si on reprend l'exemple d'un produit d'un électroménager, eh bien votre packaging, vous allez devoir faire donc un plan de prévention spécifiquement pour votre emballage. Et c'est ça qui est intéressant avec le plan de prévention, c'est qu'on ne parle pas à l'échelle de l'entreprise. Ce que souvent les entreprises font, les entreprises ont souvent un plan, un plan ou une roadmap pour réduire leur impact environnemental, mais à l'échelle de l'entreprise. En fait, ça va rarement aussi, de manière aussi granulaire que l'emballage, le papier, le produit spécifiquement, ou la batterie, ou tous les produits REP. Et donc, c'est ça qui est bien avec donc, cet article, c'est que il va falloir vraiment se pencher de manière très granulaire sur chacun de ces éléments qui forment en fait votre produit. Donc, votre emballage, il va falloir communiquer à Citeo ou l'ECO, qui sont les 2 éco-organismes en France, pour les producteurs en B2C. Pareil pour le papier. Les produits électroniques, ça va être auprès d'Écologique ou d'Écosystème, et les batteries, ça va être auprès de Screlec ou Corepil. Là où c'est un peu complexe, c'est que en fait, il va falloir se pencher. Donc, c'est super d'un point de vue environnemental, et vous, dans une démarche de développement durable, c'est bien, ça crée des opportunités, mais c'est vrai que c'est aussi complexe. C'est complexe parce que vous allez devoir vous pencher sur tous ces différents éléments, et notamment créer un plan pour chacun de ces produits. Donc, bien évidemment, c'est créateur quand même d'opportunités, mais aussi donc potentiellement de complexité. Et c'est là où nous, DSS, on vient vous aider. Et ce qu'on va avoir dans ce plan, ce qu'on va retrouver de manière obligatoire, donc c'est un résumé de votre plan passé. Donc, si c'est la première fois que vous le faites, bien évidemment, on ne s'attend pas à ce que vous fassiez un résumé de votre plan passé. C'est aussi donc d'avoir des objectifs et des actions orientées donc sur chacun de vos produits sur 3 axes. Donc le premier axe, c'est la réduction d'utilisation de ressources non renouvelables. Donc on entend par ça, par exemple, la réduction d'utilisation de plastique. Ensuite, il va y avoir l'augmentation d'utilisation de matériaux recyclés. Donc là, par exemple, ça peut être augmentation de plastique recyclé, ou alors augmentation d'utilisation de papier recyclé, etc. Et enfin, augmenter la recyclabilité de votre produit. La recyclabilité, c'est un gros sujet qu'on retrouve très souvent dans la loi AGEC, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est dans une optique, donc quand on parle d'économie circulaire,
on parle de réinjection des matériaux. En fait, on veut garder les matériaux qu'on a extraits de la terre, on veut les garder le plus longtemps possible, en fait, dans l'économie. Et pour ça, on va avoir besoin de recycler. Sauf que, très souvent, enfin, quand on a des problèmes au niveau du recyclage, c'est parce que les produits, au départ, ont été designés d'une façon, potentiellement pas adaptée au système de recyclage en France, ou bien qui comportent des substances qui vont, encore une fois, empêcher le recyclage parce que ça va être des substances qu'on va retrouver derrière dans nos matériaux recyclés, alors qu'on ne les veut pas. Et donc, c'est pour ça que c'est un axe qui est vraiment précisé ici dans le plan de prévention et d'éco-conception, c'est la recyclabilité, améliorer la recyclabilité. Et enfin, vous avez la possibilité de communiquer sur d'autres axes que vous souhaitez. D'autres axes que vous souhaitez, d'autres choses sur lesquelles vous voulez travailler, qui n'ont pas forcément été mentionnées ou qui ne sont pas forcément obligatoires dans le contexte du plan de prévention et d'éco-conception. Donc voilà, moi j'ai fini ma présentation. Je pense que j'étais un peu plus rapide que prévu, mais c'est pas plus mal. Ça nous laissera plus de temps pour les questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions donc, dans le chat et j'y répondrai plus tard. Merci beaucoup Joséphine pour ce contenu complet et précis et puis pour l'avance que tu as pu prendre sur la présentation pendant le webinaire. Comme le disait Joséphine, pour les questions-réponses, il y aura un temps dédié à ça à la fin du webinaire. Vos micros sont coupés, donc pour les questions, c'est soit sur l'outil conversation, soit sur l'outil Q&A de Teams. On va pouvoir passer maintenant à la partie application et implication concrète dans les entreprises. On va avoir 2 exemples d'entreprises qui ont anticipé, ils vous le présenteront sûrement juste après, mais qui ont anticipé ces lois et ces contraintes sur leur modèle d'affaires. On va commencer par la société Maped, qui est un spécialiste français du matériel scolaire, d'écriture et de jouets pour les enfants. C'est une grande PME présente à l'international et présente commercialement également en Suisse. Et on va commencer par le témoignage de Céline Druet, responsable RSE, et qui va nous parler de comment Maped a lancé ses projets d'économie circulaire au sein de l'entreprise et comment elle a réussi à embarquer les équipes en interne. Et puis Monsieur François Aznard de Maped également, responsable à R&D et éco-conception, nous parlera plus du principe et des réalisations d'éco-conception, comme le 3e point que Joséphine vient d'aborder. Et donc, je vous laisse la parole pour vos témoignages. Merci. Donc, je peux démarrer. Donc, Céline Druet. Donc, je suis responsable RSE chez Maped. Ça fait environ 8 ans que je travaille chez Maped et j'étais précédemment dans le service R&D. Donc, on est société à mission depuis 2022, dont l'un de nos objectifs de mission est de systématiser l'éco-conception et de viser la circularité lors de nos développements ou améliorations de produits. En réalité, on a démarré vraiment sur nos actions RSE depuis le début des années 2010. On avait déjà une forte sensibilité à l'éco-conception sur ces sujets et voilà, depuis des années, nos produits sont relativement optimisés en termes de poids, de durabilité aussi, comme de fonctionnalité, avec un impact minimal environnemental le plus minimal possible. On a aborder la loi AGEC, je dirais, chez nous, de manière assez progressive dans ses débuts. Plutôt d'abord par le prisme de l'emballage, pour lequel on avait déjà fait pas mal d'efforts avec nos équipes. Et puis ensuite, on a vraiment démarré on a continué ensuite sur nos produits. Assez vite, on a décidé de suivre les exigences de cette loi en mode projet pour vraiment embarquer le maximum de personnes sur le sujet. On a donc mis en place un comité de pilotage en interne qui se réunit de manière récurrente sur le sujet depuis plusieurs années.
Et je dirais que sur les exigences qui ont été présentées précédemment, notamment sur l'obligation d'information des qualités et caractéristiques environnementales, pour nous, on l'a pris vraiment comme une opportunité de nous renforcer sur notre process de monitoring, de reporting de nos données environnementales, de notre système de traçabilité aussi. Ça nous a permis aussi de renforcer notre dialogue avec les parties prenantes et notamment nos fournisseurs sur tous ces sujets et de les engager aussi dans le suivi de leur mode de preuve. Sur la partie plutôt allégation environnementale, sur cette partie, on a essayé d'accompagner au maximum les équipes dans la définition des allégations. Donc on a rédigé notamment un guide en interne avec vraiment des exemples précis et concrets sur nos produits pour définir vraiment l'allégation la plus juste possible et vérifiable également, définir aussi tout le process qui va en découler. Et puis sur la partie carbone, on apporte, je dirais, une attention particulière à la mesure de nos impacts et ça, c'est vraiment, quelque chose sur lequel on met vraiment un point d'honneur à bien s'outiller et à bien, baser nos analyses sur des données fiables. Et donc voilà, on essaye on modélise notamment nos données, pour réaliser nos ACV, au plus près du terrain avec, des experts en ACV, et par contre, en interne, on a aussi un logiciel ACV, mais un peu plus simplifié pour nos équipes, dont François pourrait en parler mieux que moi. Voilà donc si tu veux en dire un mot, Bah, on a une équipe R&D qui est quand même assez grosse. Enfin grosse, ça dépend. On a quasiment 25 à 30 personnes à la R&D chez Maped à Annecy. Il y a plusieurs solutions où effectivement on prend un expert qui fait que des ACV, mais il n'y a pas vraiment de ruissellement. Et du coup, bah, c'est un outil très expert et qui peut être très intéressant. Ou effectivement, on bascule sur un outil simplifié que quasiment tout le monde peut utiliser. Et donc, faire des bouclages très rapides en matière de conception produit. On a pris cette deuxième option et je crois qu'avec Céline, on est plutôt content d'avoir pris cette option. Bah, ça nous permet en fait, d'embarquer, le maximum de nos équipes. On base, voilà nos analyses de cycle de vie sur, vraiment, des données, sur lesquelles, toute la complexité, de modélisation est transparente pour eux finalement. Et voilà, progressivement, on alloue un budget, annuel pour, essayer de modéliser, chaque année des nouvelles données les plus justes possibles. Donc progressivement, on élargit, notre gamme éco-conçue. On se renforce sur ces aspects-là. Et on essaye aussi de sensibiliser, les collaborateurs au mieux, par, l'organisation d'ateliers. On organise, notamment des fresques de l'économie circulaire qui, ont complètement été intégrées à nos plans de formation. Et puis on a aussi d'autres outils, qui nous permettent d'évaluer, notre niveau de maturité, produit par produit sur, l'éco-conception ou des notions de circularité. Alors, merci à tous les deux pour ce témoignage. Moi, j'aurais déjà une question concernant l'éco-conception. Quelle a été les implications en termes de délai et de coût de mettre en place cette politique de l'éco-conception chez Maped? Est-ce qu'il y a eu un changement en fait du temps de création, du temps de développement que vous avez pu noter? Et puis deuxième question, c'est l'accueil des produits éco-conçus par les distributeurs, les revendeurs. Est-ce que ça a été accueilli de façon très positive? Est-ce que vous avez pu gagner des parts de marché estimées en tout cas sur ce sujet-là? Voilà, ces deux aspects-là, si vous pouvez répondre déjà sur ces deux points. Vas-y.
Alors, le deuxième point, c'est vraiment une question à tiroir. On a eu en conception des choses extrêmement prometteuses qui ont été plus ou moins des échecs à la revente parce qu'on a du mal à communiquer sur nos actions. Et puis parfois, on a certains de nos interlocuteurs B2B comme Bureau Vallée pour pas les nommer, qui va lui-même peut-être nous challenger à faire des ACV et finalement rentrer un peu plus nos produits chez lui. Je trouve qu'aujourd'hui, le bilan, à date, il est plutôt positif, mais dans la balance, il y a des choses en fait qui n'ont pas forcément très bien fonctionné. On a la chance, nous, d'être directement en contact, alors directement, avec nos consommateurs. Vous achetez une gomme Maped, c'est vous qui l'achetez finalement. Donc on a pu avoir finalement des retours sur l'acceptation de ces changements. Parfois, ça ne s'est pas très bien passé, parfois, ça s'est bien passé. On a l'exemple de nos gommes où on est passé sur des sachets en papier. Alors, c'est un bilan écologique qui est ultra favorable, sauf qu'en fait, on ne voit plus la gomme. Et l'acte d'impulsion d'achat, c'est quelques secondes. Et ben, en fait, on est passé d'une coque blister où on voyait très bien le produit à un sachet papier où on ne voit plus le produit. Ben, en fait, on a perdu 60% de nos ventes. Ça représente quelques centaines de milliers d'euros. Donc voilà, sur cette deuxième question, on a aujourd'hui un petit peu de recul. C'est pas toujours tout vert, tout rose, si je peux utiliser l'expression de la couleur. Il y a des choses qui se sont très bien passées et d'autres un peu moins. Et à côté de ça, on a des produits qui sont très prometteurs, notamment Ouais. le crayon Infinity là, qu'on sort, et qui est là dans l'ACV, on divise, on a un gain environnemental vraiment incroyable parce qu'on multiplie par 10 la durée de vie, la durabilité par rapport à un crayon classique, hein. On est sur un crayon type crayon de couleur, mais du coup sans c'est fait uniquement avec de la mine. Donc, il n'y a pas de taillage, il n'y a pas Il n'y a de, pas de bois. il n'y a pas de déchets finalement qui sont générés lors de l'utilisation du produit. Et là, en termes d'ACV, on est vraiment très bon. Et en termes d'accueil marché, on est très bon aussi. Donc, voilà, ça dépend vraiment. Après, si on peut répondre à la première question, au niveau de la démarche d'éco-conception, on a démarré, on va dire renforcé notre stratégie d'éco-conception, je dirais, il y a environ 5 ans, en embarquant vraiment toutes les équipes dans l'aventure. Toutes les équipes de développement, hein. Et donc, à ce moment-là, voilà, on a fait pas mal d'ateliers pour réfléchir collectivement à des solutions en prenant des produits pilotes de chaque famille, en fait, des produits références, pour vraiment cibler les actions d'éco-conception en fonction des contraintes de chaque famille de produits. Et on a affiné vraiment notre stratégie d'éco-conception à ce moment-là, et progressivement, on va de plus en plus loin en regardant de plus en plus finement quels sont les enjeux de chaque famille produit, quels sont les gros contributeurs sur nos ACV aussi, pour orienter en fait les meilleurs choix possibles. Que ce soit sur la matière, le process, la fin de vie, qui ne seront pas forcément les mêmes leviers à actionner d'une famille à une autre. Donc voilà, c'est un travail qui est toujours en cours, hein. Voilà, on a des équipes qui maintenant ont totalement embarqué. On n'a pas forcément allongé nos process de conception. On a essayé au contraire d'intégrer nos outils à l'intérieur de process existants. Donc, on parlait d'ACV. On a aussi un outil radar qui permet en quelques minutes d'avoir une vision globale de l'impact d'un produit. Et de permettre voilà, de présenter ces résultats en revue d'avancement projet pour prendre les bonnes décisions voilà, sur ce qui est présenté. Et voilà, que les résultats d'analyse de ces outils impactent vraiment sur les prises de décision. C'est vraiment l'objectif. D'accord.
Merci beaucoup. Une dernière question pour vous avant de passer la parole à notre deuxième témoin. Là où on a parlé beaucoup de produits éco-conçus, donc qui ont cet ADN dans le process de création, mais dans les produits existants, est-ce que comment vous intégrez l'obligation d'information des consommateurs sur des produits où vous avez peut-être pas forcément l'historique avec toutes les données nécessaires pour en faire un produit REP. Comment vous gérez en fait les anciens produits existants par rapport à cette approche de circularité et d'obligation d'information? Bah, c'est un travail de c'est un travail de fourmi, hein. On essaye, référence par référence, d'aller chercher les informations, d'aller de voilà, de consulter, nos fournisseurs, pour recueillir les modes de preuve, et faire en sorte que l'information qu'on avance, soit, voilà, la mieux documentée possible. Donc, on a, hein, ces informations, mais voilà, cette nouvelle exigence nous demande de nous renforcer encore plus, dans nos process et en tout cas, ça nous permet aussi de pouvoir mieux extraire nos indicateurs et d'avoir un meilleur suivi aussi de là où on en est, que ce soit, sur les nouveaux développements, c'est moins difficile, mais aussi sur le reste de notre catalogue. Ouais, puis alors, on parle beaucoup de choses très techniques avec des ACV, des datas, des mesures. On a aussi la chance, et il faut en parler de ça, parce qu'on est rentré dans le vif du sujet très vite, c'est qu'on a une direction générale aujourd'hui qui est ultra convaincue. On est société à mission, mais au-delà de ça, ils sont très investis. Ils nous challenge, on les challenge, mais la RSE n'est pas un prétexte. Aujourd'hui, c'est une force principale de mouvement chez MAPED, et je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est même vital pour réussir ce genre de transformation. Alors, on n'a pas besoin d'être écolo, hein, c'est pas le but, mais il faut quand même être un minimum convaincu que c'est nécessaire. Si on crée une cellule RSE lourde et qu'on transforme sa R&D pour qu'il fasse des ACV parce qu'on est obligé de le faire, bah, je suis pas certain que le résultat soit excellent au bout. Donc ça, il faut engager cette démarche aussi par la direction. Et on a cette chance incroyable d'avoir une direction qui est clairement investie et motrice dans ces problématiques. Ouais, et si je peux complémenter ce retour, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc, DSS+, les entreprises avec lesquelles on travaille, le plus profondément vers la transformation du développement durable, c'est souvent motivé en effet par la direction. Et on voit que si la direction n'est pas dans cette optique, n'est pas dans cette démarche, et bien en fait, souvent, cette transformation, elle se fait très lentement et souvent de manière un peu dubitative et c'est compliqué. Non, mais complètement. Et on voit certaines sociétés externes où la démarche n'est pas profonde. On voit qu'ils vont souffrir un petit peu plus et ils ont axé ça plutôt côté business, opportunité. Pourquoi pas, mais le chemin est forcément plus dur et un petit peu plus long. Et ça, c'est bien quand nous, on a notre dirigeant qui nous dit: je suis aux manettes, j'ai une grande responsabilité avec une entreprise qui maintenant fait presque 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a conscience de cette responsabilité et nous engager là-dessus, hein. Donc ça va jusqu'à nos déplacements professionnels qu'en Europe, on essaye de faire plutôt en voiture qu'en avion. Donc voilà, c'est structurel aussi. Et la réussite d'une ACV sur un produit part du fait que chacun et chacune d'entre nous a conscience des efforts à faire et de la nécessité de le faire. Alors, c'est pas parfait, mais au moins, l'intégralité de l'entreprise s'est alignée, en fait. Bah, merci beaucoup François, ça fait une transition parfaite pour présenter Thomas Hurier, fondateur et CEO de 1083, prêt-à-porter 100% français. Donc il incarne la gouvernance puisqu'il est fondateur et directeur de la société. Et il va nous parler de l'impact carbone de leur jean 100% français, ce que ça implique en termes de responsabilité industrielle.
conception, fabrication et fin de vie. Et puis, Thomas, je crois que vous profiterez aussi pour nous parler également un peu de la perma-industrie qui inclut ces principes de circularité et qui pousse les contraintes de la LOAGEC beaucoup plus loin. Donc, merci beaucoup, Thomas. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Juste, Damien, pour cadrer, j'ai combien de temps? Là, on va dire un quart d'heure, 10 minutes, un quart Ok. d'heure, comme ça on a le temps pour les questions-réponses après de l'audience. Ok. Parce que je suis bavard, donc du coup, à 41, j'aurai fini, promis. Donc moi, je suis le fondateur de 1083, c'est une marque de jeans que j'ai créée il y a 11 ans avec Grégoire, mon petit frère. On est originaire de Grenoble, mais on a émigré à Romans-sur-Isère dans la Drôme pour des raisons familiales, patrimoniales et affectives. Et on a transformé une maison qui était en face du centre de magasin d'usine Marc Avenue en boutique de mode éthique, puisqu'il y a 16 ans, j'étais encore informaticien. Je m'ennuyais dans mon métier d'informaticien, je voulais du sens dans mon boulot. Donc, l'opportunité de cette maison en face d'un grand centre commercial textile a fait que j'ai ouvert une boutique de vêtements bio. Et puis, chemin faisant, mes fournisseurs ont fermé. J'ai compris le profond sens de la mode, ça m'a passionné. Et j'ai aussi compris les profonds freins vers la mode éthique, qui étaient des freins principalement esthétiques. Parce qu'en fait, je ne sais plus qui parlait d'écolo tout à l'heure. Mais pour moi, on est tous écolos quand on est en responsabilité. Si vous mettez des carottes dans votre jardin, il y a assez peu de chances que vous mettiez des pesticides dessus. Par contre, si vous allez au supermarché et que vous ne faites pas gaffe, il y a de très fortes chances que vous achetiez des pesticides sur vos carottes. Et donc, en fait, c'est la proximité qui fait la diff, qui fait l'engagement. Quand on est loin des conséquences des choix qu'on fait, ben, en fait, on n'est pas irresponsable, mais on est irresponsable. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de prendre la mesure de sa responsabilité. Et quand on est proche, au contraire, ben, ça nous pousse à la responsabilité naturellement. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis intéressé au Made in France, à l'idée de faire des vêtements aussi dans lesquels se sentent bien, dans lesquels les gens se sentent bien. Et donc, pour parler de proximité, j'ai calculé la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ces deux villes sont Menton au sud-est et Porspoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc, j'ai lancé en financement participatif la marque de jeans 1083 en espérant vendre 100 jeans. Et puis, on en a vendu 1000. Pour vous situer l'activité, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. On était deux avec mon petit frère donc, en 2013. Et là, aujourd'hui, on est 105. On fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un bon tiers sur Internet, un petit tiers en magasin et le tiers restant en activité industrielle, puisqu'on est aussi tisseur et confectionneur de tissus et de jeans. Et donc, voilà pour le périmètre général. La démarche de sens, elle est préalable à la création d'entreprise. Donc, en fait, on est un peu natif des enjeux d'économie sociale et solidaire, de bio, de respect de l'environnement, d'économie circulaire. C'est vraiment le projet qui sert ces idées-là. Et du coup, depuis le début, on a une mission dans notre entreprise qui est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Donc en fait, tous nos profits, on les investit dans l'équipe et dans le projet pour l'économie circulaire. Et donc ça nous a permis, sur des projets au court terme, de recycler par exemple les textiles des pompiers pour faire un fil neuf en France et pour faire des pulls. C'est la gamme volontaire. Avec un peu plus de R&D, on a fait le jean infini, qui est un jean en polyester recyclé, qui est recyclé, recyclable et consigné. Donc ça, on l'a lancé en 2019. C'est un jean hyper innovant, puisqu'en fait, c'est le premier vêtement au monde à être mis sur le marché pour être récupéré et refaire le même produit neuf. Sauf que ce produit innovant n'est en vrai pas du tout innovant, parce que c'est juste un jean en polyester recyclé, comme le sont toutes les vestes polaires depuis moins 20 ans, 30 ans. C'est un produit recyclable juste parce qu'il est monomatière. Donc, on a sourcé du fil à coudre en polyester, on a sourcé des boutons en polyester, tout ça est disponible dans le commerce. Et donc, on a fait nos denims en polyester recyclé. Donc, ça a fait un produit monomatière facile à recycler. Et la dernière des non-innovations, c'est la consigne, qui est un vieux dispositif de collecte des bouteilles et des canettes dans l'alimentaire et qu'on a repris pour le textile. Et donc ça nous a montré qu'en fait, la plus grosse démarche,
le plus gros des freins, c'est nos têtes, nos consciences, les limites qu'on se fixe nous-mêmes en croyant que ce n'est pas possible. Alors qu'en fait, techniquement, il y a plein de choses qui existent déjà. C'est juste qu'on n'a jamais été focus avec ce mode de pensée-là. Et on n'est pas focus sur ce mode de pensée-là, parce que ce mode de pensée, il n'est pas nommé, il n'existe pas. On a mis 40 ans à s'aligner sur les causes humaines du réchauffement climatique, alors que ça fait 40 ans que les scientifiques le disent, mais émotionnellement, il nous a fallu le digérer, et ça a pris 40 ans. Mais là, c'est bon, on est enfin polarisé par le constat. Par contre, on n'est pas encore polarisé sur le cap, sur la solution, puisqu'il n'y a pas de mot qui détermine le mode de société de demain. On a pour le passé le communisme qui portait l'idée du commun, le socialisme du social, le capitalisme du capital, mais on n'a pas de isme pour demain. On a des mots soit qui font référence au passé et qui s'y opposent, anticapitalisme, altermondialisme, etc. On a des mots sinon qui sont assez flous, comme la transition. On ne sait pas si on transite pour aller à gauche, à droite, en haut, en bas. On parle d'impact. Et l'impact, c'est cool, hein, ça peut être sympathique. Mais Carglass aussi, ils font de l'impact. Ils se battent contre avec les impacts sur les pare-brises. Donc en fait, tous ces mots, ils montrent qu'on n'a pas encore défini le narratif, le récit commun qui nous amène, qui nous aligne pour demain. Et nous, ça nous a beaucoup perturbé pendant des années parce que du coup, on parlait d'économie circulaire, on parlait de transition, d'impact, etc. Mais ce n'était pas assez systémique selon nous. Et c'est comme ça qu'on en est venu à penser à la perma-industrie. C'est le mot qu'on s'est donné à nous-mêmes entre industriels du textile pour définir notre mode de pensée. Et la réflexion qu'il y a derrière, c'est que si on commence par décrire le monde, on parle souvent d'une économie. Mais si on se met sur un nuage et qu'on regarde ce qui se passe sur Terre, on ne voit pas des 1 et des 0 qui se baladent dans la nature. On ne voit pas des chiffres. On ne voit pas une administration de chiffres. On voit des flux de marchandises, des flux de bateaux, des flux d'animaux, des flux d'êtres humains, exactement comme si on se met au plafond de son usine, de gomme ou de jean ou que sais-je, en fait, on va voir des flux en bas de l'usine. Et on s'est dit, tiens, c'est intéressant d'imaginer, de penser le monde sous le prisme non pas d'une économie, mais d'une industrie, pour essayer de chercher quelle est l'industrie la plus éloquente, la plus remarquable, dont on pourrait s'inspirer. Avec l'idée du mot industrie au sens large, ce n'est pas l'industrie que l'usine avec des toits en dents de scie qui fabrique des objets. C'est aussi valable pour... c'est la notion de créer et produire ensemble, l'industrie. À la différence de l'artisanat où on est tout seul et on fait tout de A à Z, l'industrie, on fait en équipe. Et cette industrie, elle est au service effectivement de la production de biens, elle est au service aussi de la production de services, par exemple l'industrie de la finance, et elle est à l'œuvre aussi dans l'art, dans la culture, puisque l'industrie de la musique, c'est aussi une industrie au sens filière. Et donc, en cherchant quelles pouvaient être les industries les plus éloquentes, les plus remarquables, les plus inspirantes, on a tous convergé sur l'idée que finalement, l'industrie la plus puissante qu'on avait autour de nous, c'était la nature, qui avait un produit qu'elle produisait de manière intarissable, qui s'appelle la vie, et qu'elle est en capacité de faire de manière extrêmement durable, même infinie, quels que soient les éléments, qu'il fasse très chaud, très froid, qu'on soit sous terre, sous mer, sur terre, dans les airs, la nature, elle crée son produit adapté au terrain, adapté à ce qu'elle a sur place, à ses matières premières. Et de manière extrêmement durable, pas de manière statique, parce que ça c'est mouvant, mais de manière tout le temps dynamique et équilibrée. Et donc, on a essayé de chercher quels étaient les principes, les fondements derrière le fonctionnement de la nature. On en a trouvé 6. La nature, elle crée, elle produit, elle ne s'arrête pas de créer et de produire, la nature. Elle s'interconnecte, elle part toujours du terrain, de ce qu'elle a autour d'elle. Elle est circulaire, elle cultive la diversité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de monolithique, et elle se limite. Ce qu'on apprend tous à nos enfants, mange pas trop de bonbons, tu vas avoir mal au ventre. Mais ce qu'on a du mal à faire dans le business, parce qu'on veut toujours plus de parts de marché, de trucs, grandir, croissance, etc. Et donc, à partir de ces 6 fondements-là, eh ben, on a commencé à les appliquer dans nos boîtes, puisqu'on est plusieurs industriels à travailler sur le sujet. On a fait un livre qui s'appelle La Perma-Industrie. Et donc, cette perma-industrie, elle nous sert. Ce n'est pas l'idée de dire bon, tout ce qu'on a fait, c'est de la merde jusque-là, on arrête tout et on recommence d'une autre manière. Ce n'est pas réaliste, c'est vertigineux, c'est complètement déceptif et décourageant. Donc, en fait, on s'est dit plutôt il nous faut un outil intellectuel
qui nous permet, pour le prochain choix qu'on a à faire, qu'il soit petit ou grand, d'intégrer en fait des dimensions supplémentaires à celles qu'on a l'habitude de digérer. Souvent, la principale d'entre elles, c'est le levier économique. On voit que sur le sujet environnemental, on cherche aussi à faire mieux, mais on n'a pas forcément de grille de lecture pour ça. Et en fait, avec la perma-industrie, on s'est doté d'un outil qui permet de stimuler la proximité dans nos modes de décision, la diversité, la circularité. Tout ça pour que pas après pas, en fait, on amène de la résonance sur ces sujets. Et en fait, c'est ces tout petits changements quotidiens qui font qu'à la fin, on a un projet qui est puissant, qui est cohérent. Pas parce qu'on a tout changé, juste parce qu'on a pris ces nouvelles lunettes pour décider et qu'elles nous ont permis de finalement changer de direction de manière réaliste, progressive et par contre résolue. Et donc, par rapport à la loi AGEC, de ce fait-là, nous, ce n'est pas une loi qui nous a mis en mouvement parce qu'on l'était d'avance. Elle ne nous a pas fait prendre conscience ou elle ne nous a pas forcé. Par contre, elle nous a fait prendre confiance dans les projets qu'on avait en avance de phase, puisqu'on a réalisé qu'en fait, c'était inéluctable. Les décisions qu'on avait prises nous amenaient à produire plus de qualité, moins de quantité, à remplacer des modes de consommation qui produisent de la surproduction, de la surconsommation, et qui poussent à acheter plein de produits pas chers alors qu'il n'y a pas d'avenir là-dessus. Tout ça, on sent bien que c'est le début de la fin. Et puisque c'est inéluctable, ça nous conforte dans l'idée que si c'est inéluctable, autant en être les leaders, essayer d'être en avance de phase, plutôt que risquer d'en être les ringards, de freiner, ce qui ne sert à rien, puisque de toute façon, c'est inéluctable. Il y aura moins d'opportunités économiques et intellectuelles et émotionnelles à freiner qu'à accélérer. Donc autant accélérer. Par contre, ça ne veut pas dire tout mettre à la poubelle, ça veut juste dire mettre ses nouvelles lunettes et avancer avec des lunettes un peu différentes de celles d'avant. Et l'aboutissement en termes de produits, alors l'aboutissement en termes de projet, il est jamais là. C'est infini, c'est ça qui est passionnant. Mais l'aboutissement en termes de produits par rapport à notre projet originel il y a 11 ans, c'était de faire un jean 100% français avec un impact carbone et consommation d'eau le plus faible possible, puisque le jean, c'est de notoriété publique que c'était un produit qui est très polluant à produire, surtout lorsqu'on vient le faire de manière le moins chère possible, avec un objectif de surconsommation, ce qui génère beaucoup de surconsommation, beaucoup de surproduction, plein de déchets et plein de désagréments écologiques et sociaux dans les pays dans lesquels c'est fait, qui ont des pratiques qui sont moins normées que les nôtres, à leur détriment, puisque du coup, pour les populations, pour l'environnement sur place, les conditions ne sont pas terribles. Donc nous, ces normes, on a voulu en tirer profit et on s'est dit, on a relocalisé la confection de jeans, la filature, le tissage, la coupe, la confection, des lavages, tout, sauf la matière première. Et donc, si on veut faire un jean en France en partant de ce qu'on a sur le terrain, on s'est dit, on va essayer de faire pousser du coton, on a des champs. Sauf que si on veut faire pousser du coton en France, en fait, ça va faire comme un peu si vous faites pousser des tomates en Norvège. Ça va pousser, mais ça va pas être terrible, en fait. Vous allez avoir moins de tomates, des plus petites tomates. Donc, en fait, le contexte ne sera pas favorable à une recette 100% agricole, puisqu'en fait, les conditions ne sont pas réunies pour. Sauf si vous mettez des serres, du chauffage, etc. Mais c'est justement ce dont on veut sortir. Donc, on s'est dit, bon, on va planter du coton dans les champs et ça nous fera une partie de notre gisement, mais il faut qu'on trouve autre chose parce que ce ne sera pas suffisant. On n'aura pas assez de rendement pour, et on n'a pas envie d'artificialiser le rendement du coton, soit par l'irrigation artificielle, ce qui cause le problème de surconsommation d'eau du coton, soit par des stratégies OGM ou des stratégies mécaniques ou de serre. Et donc, on a regardé quels pouvaient être les autres gisements de coton locaux. Et on a réalisé qu'en fait, on était un énorme producteur de coton dans les pays occidentaux à travers les vieux vêtements qu'on jette. Comme on est surconsommateur de vêtements, on est surproducteur de déchets textiles. Et ces déchets textiles, on n'a malheureusement pas développé suffisamment encore l'industrie qui permet de les trier pour mettre les fibres bleues en coton, pas avec les fibres rouges en polyester, pour pouvoir faciliter leur retraitement derrière. Mais on a avancé là-dessus. Et nous, comme le jean, c'est toujours à peu près de la même couleur, bleu, et c'est toujours majoritairement du coton, on s'est dit, en fait, on va partir de la récup des jeans de nos clients
et de la récup des chutes de confection de nos ateliers et, si besoin en plus, de ce que collecte le relais, la Croix-Rouge, etc., pour avoir un gisement très homogène, les jambes de coton, de jean, couper le short, puisqu'en fait, dans le short, on a tous les éléments qui ne sont pas textiles, comme les boutons, les étiquettes, les rivets, les fermetures éclairs. Donc ça, on l'élimine. On garde les jambes. Et là, donc, on a une matière première très homogène, dont on a développé un outil pour les effilocher, en fait, les détisser, et obtenir des fibres recyclées qui sont un peu plus courtes que les fibres neuves, puisque du coup, elles ont souffert des lavages, de l'usure et de l'opération d'effilochage. Ce qui nous a permis d'avoir des fibres qui avaient pour défaut d'être courtes, mais qui avaient comme qualité d'être nombreuses et d'être déjà bleues. Et donc, on s'est dit, bon, on va les mélanger avec à notre coton français, qui, lui, a pour avantage d'être long, qui est disponible en peu de quantité et qui est blanc. Et donc, on les a mélangés ensemble. On a fait un fil composé à 50% de coton recyclé, à 50% de coton cultivé en France. Ça nous a permis de faire un fil bleu clair, puisque mécaniquement, le mélange du bleu des fibres recyclées avec le blanc des fibres de coton, quand on les mélange, ça fait un bleu clair. Ce bleu clair, il est très intéressant parce qu'il nous permet d'avoir un jean d'apparence délavé, qui n'a ni été teint, ni été délavé. Et donc, de manière très concrète, quand vous avez un jean du commerce, vous pouvez considérer qu'il a coûté comme empreinte carbone entre 32 et 40 kg équivalent carbone par jean. Un jean conventionnel 1083 en coton bio de Tanzanie, et dont tout le process industriel est fait en France, c'est à peu près 3 fois moins, donc 10-12 kg d'équivalent carbone. Donc c'est bien au-delà, depuis 10 ans, des critères de l'Europe du moins 50% pour 2030. Et notre jean 100% français, il est à 6 kg. Donc on diminue de 80% l'impact carbone d'un jean à quantité consommée égale. Mais notre but, notre avenir reposant sur le fait que les Français consomment moins de jeans pour avoir le pouvoir d'achat d'acheter des meilleurs jeans, on considère qu'on peut tripler ce rendement carbone puisque les gens achètent 3 fois plus de jeans de fast fashion que de jeans de marque. Et nous, on est sur le marché des jeans de marque puisqu'on est à 130 €. Pour le système d'ACV, c'est Label Empreinte, c'est pas un logiciel, c'est Label Empreinte, c'est un cabinet extérieur qui l'a fait avec des outils qu'on développe avec l'ADEME et dans la filière, parce qu'en fait, on est en train de déterminer quelle est la stratégie, quel est l'outil de détermination des analyses de cycle de vie qu'on se donne comme norme dans la filière. C'est un intense débat entre les enseignes de fast fashion, les marques classiques, nous. Donc, il y a une négo en cours pour avoir la même règle du jeu, ce qui va déboucher sur l'affichage environnemental derrière, un affichage environnemental commun. Et évidemment, comme on n'a pas les mêmes intérêts, nous, on tire vers la transparence et eux, ils tirent vers une sorte de flou qui soit moins dégradant pour leur filière pas terrible. Et dernier point, parce que j'ai déjà 2 minutes de retard, en eau, c'est le même constat. C'est entre 3 et 10 000 litres d'eau pour faire un jean. Sur un jean classique 1083 bio, on est à peu près à 500 litres, donc 6 fois moins. Sur le jean 100% en français, on est à 150 litres, donc moins 95% de consommation d'eau, ce qui est énormissime. Parce que le fait qu'on ne fasse plus de teinture et plus de délavage, eh bien, en fait, on élimine. Et le fait aussi que la culture de coton en France, avec des rendements modestes, ne nécessite pas d'irrigation artificielle, et bien, en fait, cette autre recette de produire du coton local, moitié recyclé, moitié cultivé, tombe les consommations d'eau, les consommations d'énergie, et du coup, augmente de manière très spectaculaire l'impact carbone de ces produits. Voilà en 17 minutes ce qu'on fait. Merci beaucoup Thomas pour ce témoignage très, très inspirant, qui est une belle illustration du principe d'amélioration continue, parce que vous aviez déjà fait mieux, mais vous avez continué de faire mieux, reprendre au démarrage pour encore améliorer les process et réduire l'empreinte carbone de vos produits. Donc,
On a un peu de temps pour les questions. Il y a déjà une première question qui est: y a-t-il des exemples illustratifs pour des projets immobiliers construction notamment? C'était une question plus adressée à Joséphine. Je ne sais pas si tu as un élément de réponse sur ce sujet-là. Pardon, Damien, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? C'est concernant savoir s'il y a des exemples illustratifs des points que tu as abordés pour des projets immobiliers construction. Alors, des projets immobiliers ou construction, j'avoue que j'ai pas trop en tête. La filière construction, donc c'est enfin, le domaine de la construction et des produits, donc du bâtiment, aujourd'hui vont être réglementés sous la REP. Donc, il va y avoir la création d'une filière responsabilité élargie des producteurs pour les produits de construction. Je ne suis pas tout à fait au fait de si elle est créée ou pas, ou si, enfin, en tout cas, elle est en construction. Je ne suis pas sûre que ça y est, elle soit finalisée. Mais en effet, ça veut dire qu'il va falloir communiquer concernant les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits. Mais donc non, aujourd'hui, j'ai pas d'exemple illustratif malheureusement pour ce genre de projet. Je ne sais pas D'accord, merci. enfin, si la personne veut préciser peut-être la question, s'il y a d'autres éléments. Ben, c'est Mariama Rollet qui apparaît là dans le flux. Si vous voulez préciser votre question, je me permets de demander à Philippe, je ne sais pas s'il est encore là, Philippe, s'il a connaissance, même s'il est plus spécialiste du marché suisse actuellement, mais de réalisation dans le domaine de l'immobilier, de la construction, qui aurait suivi ces principes de la loi AGEC ou autre. Alors, je dirais que l'immobilier, la construction se met en mouvement, mais sachant que c'est un dinosaure, hein, donc ça va très doucement. Je dirais qu'à aujourd'hui, une des plus grandes pistes qu'on ait finalement, parce qu'on parle beaucoup de reuse, de réutilisation, d'économie circulaire, mais la matière première la plus intéressante à réutiliser, c'est déjà les bâtiments existants, avant d'aller faire des plateformes de redistribution de matériaux qui pèsent et qui portent des problèmes de stockage, d'assurance, de réutilisation, bref, un tas de trucs techniques et opérationnels. Fait est que un bâtiment qui est réutilisé, c'est quand même c'est le meilleur recyclage qu'on puisse lui offrir. Et aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux sur la transformation de structures existantes qui sont obsolètes en termes d'usage. Et qui, par contre, en termes de positionnement dans les villes, et en particulier au travers des mobilités qui se sont développées autour, sont très intéressants. Et un des énormes freins qu'on a, c'est le manque de souplesse administrative, par exemple, où un bâtiment de bureau obsolète ne peut pas devenir du logement, alors que là où il pourrait très bien le devenir, il est en plein centre-ville et connecté. Il n'offre pas les parkings en sous-sol, c'est pas bien grave, il y a de quoi se parquer et il y a de la mobilité aux alentours. Mais on a des administrations qui ont des décennies de retard et zéro souplesse pour permettre ce genre de transformation de manière agile. Il y a des bâtiments classés où on va discuter pendant des années et des années d'un classement sur une façade, un garde-corps à je ne sais quoi, et c'est autant de perte de temps. Donc je dirais que l'impact carbone climatique en général, c'est une course contre la montre. Et quand on court à la vitesse d'un éléphant, ça pose des problèmes. Donc il y a quand même des opportunités d'amélioration. Et je dirais que si j'ai un exemple à donner et un enjeu dans le monde du bâtiment, c'est l'agilité qu'il faut offrir et donner à donner une deuxième vie à des ouvrages existants pour éviter et pour réutiliser une structure qui généralement est très bien positionnée dans les villes, est très bien connectée et qui peut avoir une deuxième vie, un deuxième usage. Et là-dessus, il y a un monde administratif qui ne suit pas, un monde financier qui a du mal, un monde réglementaire qui est obsolète et qui ne milite pas pour faire en sorte qu'on prenne ces virages. Merci Philippe pour ces éléments de réponse.
En attendant, je vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez là dans le chat Q&A. Moi, j'ai une question assez transversale. On a eu la chance d'avoir deux beaux témoignages. Une entreprise 1083 qui est née avec cet ADN de la transition et de la circularité. Une entreprise MAPED plus ancienne que ces concepts-là, mais qui a anticipé l'évolution du marché et l'évolution réglementaire. Mais autour de vous, est-ce que vous pensez être des cas isolés, Joséphine, parmi vos clients? Quel est le retour sur des entreprises lambda, pas avancées, sur leur capacité à mettre en application les principes de cette loi, en termes de facilité, d'application, de capacité financière, de délai? Enfin, quel input vous pouvez avoir sur cette capacité des PME à appliquer le changement? Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est-à-dire que les entreprises, souvent, le corps de leur métier, c'est pas de se conformer à la loi, c'est pas la réglementation, c'est de développer des produits. Et donc, très souvent, ce qu'on voit, c'est que les entreprises, en fait, elles se réveillent assez tard. C'est-à-dire qu'elles se rendent compte de la loi, de l'obligation qui arrive. Et souvent, il est déjà quasiment trop tard pour mettre en place tout le système opérationnel qui est nécessaire pour être conforme. Et je dis tout le système opérationnel parce que, bon, dans le cas de 1083, en effet, la supply chain et donc l'article 13, je pense que vous n'allez pas avoir trop de mal en fait à vous conformer parce que vous avez les connaissances vraiment de A à Z de de la supply chain de votre produit. Maped, je pense que c'est typiquement l'entreprise et ça c'est quelque chose, j'aimerais avoir votre feedback là-dessus, mais vous êtes une entreprise à grosse échelle avec en effet des produits plus anciens sur lesquels vous avez, j'imagine, pas forcément la connaissance à 100% des différentes étapes, des différents acteurs. Et c'est là où la mise en place d'un système pour avoir les connaissances qui sont demandées dans le contexte de la loi de l'article 13, et en fait, ça devient extrêmement complexe. Ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est-à-dire que les personnes, les employés des entreprises vont avoir besoin de dédier du temps en fait à ces projets-là pour aller récupérer les infos, pour ensuite les structurer et les sauvegarder d'une façon où en fait on va pouvoir les réutiliser et les utiliser dans toutes les différentes obligations de la loi économie circulaire, enfin de la réglementation française. Et donc ça demande bien évidemment de l'argent. Maintenant, je ne saurais pas quantifier le temps nécessaire, parce que ça dépend aussi des entreprises, ça dépend de leur taille des produits, nécessaires donc à la mise en place de ces obligations, mais je sais que c'est très complexe, ça demande du temps, ça demande de l'argent, et c'est là où nous, DSS+, on va vraiment essayer de soulager les entreprises là-dessus, pour les accompagner dans la récupération de ces données, dans la traduction et la compréhension des textes, parce que c'est ça aussi la première étape, c'est de comprendre l'obligation, quelles informations on doit aller chercher, sur quels produits, d'ici quand. Et voilà, donc c'est un travail qui est long et je suis curieuse d'avoir le retour de Maped et de 1083 là-dessus. On peut répondre. Alors, nous, c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années qu'on suit, de manière précise, voilà, tout ce qui est, lié à la nomenclature de nos produits. On a la chance d'avoir nos sites de production en propre, donc ça nous aide beaucoup aussi à avoir une bonne traçabilité sur, nos produits. Effectivement, quand on fait fabriquer des articles chez nos fournisseurs, c'est un peu plus compliqué, mais malgré tout, quand on les approche, les fournisseurs comprennent bien la démarche et sont quand même relativement ouverts d'un point de vue global. Je pense que on arrive à avoir les informations. Ça peut être un peu plus long, mais on les a. Après, derrière, il faut vérifier si ces informations sont bonnes aussi et si les modes de preuve aussi sont satisfaisants. Et donc, ça implique derrière forcément une analyse des documents qu'on reçoit qui peut prendre aussi un peu de temps. Mais sur la question de la traçabilité,
on est plusieurs à suivre ce sujet et c'est important justement pour pouvoir communiquer sur les bonnes informations. Et en tout cas, tout ce qu'on communique sur nos produits, on s'assure à ce que derrière, on ait bien les modes de preuve, quoi. Sinon, on ne communique pas. Et puis pour finir sur l'aspect réglementaire, on est extrêmement friand d'avoir des réglementations les plus précises possibles, parce qu'on a souvent, si on n'a pas ces réglementations, des distorsions de concurrence. Quand effectivement, on sort un emballage papier alors qu'il n'est pas obligatoire, bah, c'est les premiers qui l'ont mis sur le marché. C'est nous, on a pris cher. Donc, au plus les réglementations européennes seront précises, on est extrêmement friand de la réglementation et des lois qui vont mettre à plat les règles pour tout le monde. Clairement. Sinon, c'est la jungle. Vous avez un match de foot sans arbitre. C'est impossible. Oui, et puis je Ouais. pense aussi que la précision des textes réglementaires, ça permet aussi d'arrêter de tergiverser autour de l'interprétation de la loi, de comment est-ce qu'on interprète, est-ce que c'est plutôt ça, mais oui, mais l'esprit de la loi, c'est ça. Pour les producteurs, c'est vrai que c'est un calvaire d'avoir des lois qui sont pas trop précises. Philippe. Et nous, chez 1083, c'est un peu de la triche parce que comme on a... nous, depuis 10 ans, on doit sortir du lot, en fait. On est l'anti-Lévis ou l'anti-Chine. Et en fait, eux ne sont pas transparents sur là où c'est fabriqué. Donc, nous, c'est l'opportunité pour nous de montrer notre différence. Et donc, par nature, on a un intérêt commercial à être ultra transparent. On est vraiment à poil. Et en fait, ça fait qu'on est en avance de phase par intérêt sur ces sujets réglementaires. Et évidemment qu'on surfe dessus et qu'on tire la couverture à nous, puisque du coup, plus on tire sur plus on pousse la filière à être transparente en informant au maximum le consommateur, plus on accélère à notre petite échelle ces réglementations qui visent à informer mieux le consommateur. Et pour nous, le pouvoir magique, et vous l'avez chez Maped, que n'ont pas tous ces concurrents, chez nous, Lévis, du point de vue de notre marché en France, c'est nos usines. Puisqu'en fait, on arrive à un moment dans la mode où ce qu'on dit n'est plus discriminant. Vous regardez le site de H&M et celui de 1083, on dit la même chose. Et si vous avez des inquiétudes sur le réchauffement climatique, faites un tour chez H&M, vous allez voir, on est sauvé. Tout le monde est vertueux, tout le monde est super éthique, etc. Ça rassure le consommateur et ça fait que ils ne perdent pas trop de la face et leur business. Donc ça ralentit un peu la prise, mais en même temps ça l'accélère, puisqu'en fait il n'y a rien de pire que quand vous êtes marginal. Et aujourd'hui, ils greenwash, on leur dit merci, parce qu'en fait, grâce à eux, ils valident nos thèses. Par contre, il faut amener le consommateur au-delà. Et quand on est dans un moment où ce qu'ils entendent n'est pas discriminant de la part de H&M dans le 1083, il faut trouver d'autres médias pour toucher les consommateurs. Et en fait, on trouve que le média ultime, nous, chez 1083, c'est l'usine. C'est faire vivre les choses. Si vous aimez le vin, que vous allez voir un vigneron, la même bouteille de vin que vous avez bu sans intérêt après l'avoir acheté au supermarché, si la même bouteille de vin, vous la buvez chez le vigneron après 1 heure de récit sur sa famille et ses méthodes, etc., vous avez une autre attention au vin. Et en fait, à goût égal et à prix égal, il va vous paraître meilleur, moins cher, et vous allez tellement engager que vous allez partir avec 3 caisses que vous allez offrir avec vos copains, etc. Et en fait, ça, c'est le pouvoir du lieu. Et ce lieu, ceux qui fabriquent à l'étranger ne l'ont pas. Et donc, de tout temps, on considère que nos usines sont des outils de production matérielle, et c'est très bien, et c'est optimal, etc. Mais ce sont d'énormes outils de production d'émotions totalement sous-exploités. Le rendement émotionnel de nos usines est tout pourri. Et en fait, quand on a des usines, on a l'opportunité de faire vivre aux consommateurs tout ce qu'on fait de sincère dans nos usines, dans nos boîtes. Et pour moi, la prochaine révolution industrielle, celle qui vraiment donnera la force à nos productions locales, c'est quand les consommateurs pourront vivre la manière, le cœur, l'énergie qu'on met dans nos productions locales. Ça va faire comme pour le vin, sans modération.
Merci beaucoup Thomas. Philippe, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on donne la parole à Mario pour le mot de la fin? Ouais, je voulais faire un commentaire, mais qui va dans le sens de ce que Thomas vient de dire. Le premier, c'est qu'on est dans un webinaire France-Suisse. Et il y a bien longtemps qu'en Suisse, on arrête de croire que c'est l'État qui crée des règles et des lois et qu'on attend qu'elles soient contraignantes et qu'avec ça, on bouge. La preuve, euh, si Thomas avait attendu qu'il y ait un règlement qui soit appliqué, que son décret, son machin, son bidule, eh bien, il achèterait toujours des jeans chez Levi's. Ça, c'est mon premier commentaire. Donc, la mise en mouvement de l'économie circulaire, si on ne parie que sur la contrainte réglementaire et des lois, je pense que c'est un mauvais calcul. Et les témoignages des deux entreprises qu'on a entendues en sont la parfaite illustration. Et un deuxième input que je voudrais donner, c'est que vu qu'on est dans une chambre France-Suisse avec notre chambre de commerce de Genève, il suffit de traverser de quelques kilomètres la frontière pour se rendre compte qu'il y a des usines en Suisse. Ça donne de la valeur au travail, ça donne un storytelling qui est bien réel. Et il ne faut pas croire que la France est le centre du monde et la recette française, c'est un truc qui représente la recette du monde. Je dirais que le transfert des savoir-faire, mais aussi des inspirations et des modèles qui accélèrent pour lutter sur un bien commun, sur le réchauffement climatique en général, l'échange France-Suisse a énormément d'atouts et pourrait faire accélérer les choses. Je voulais juste faire cet input-là dans le cadre de notre démarche France-Suisse parce que la France n'est pas le seul pays qui fait tourner le monde et pas central non plus, faut pas l'oublier. Merci Philippe. Mario, on te laisse la parole pour le mot de la fin. Très volontiers, merci. Oui, oui, alors difficile tâche parce qu'il va falloir résumer un contenu particulièrement dense. Je remercie tous les intervenants et je vais peut-être rebondir sur les mots de Philippe à la fin. Effectivement, pour nous, c'était très intéressant d'avoir ce webinaire avec nos cousins de la CCIFS parce que à Genève, il suffit de regarder une carte et on se rend compte à quel point on est enclavé dans le territoire français. La Chambre de commerce de Genève a 2500 membres et la plupart de ces entreprises sont actives ou ont des liens avec leurs homologues françaises. Donc, c'est pour nous une évidence. On avait aussi constaté qu'il y avait peut-être encore une certaine méconnaissance de cette loi, de la loi AGEC pour nos membres, et c'est pour ça qu'on voulait le proposer. Et je crois que c'est une belle réussite parce que, sauf erreur, Damien, tu me contredis, mais tu me contrediras peut-être, mais tu disais on est à peu près à moitié-moitié entre participants suisses et français, donc un très très beau résultat. Je retiendrai quelques éléments. Madame la députée nous rapportait notamment l'intérêt qu'elle observe à l'étranger et c'est une réalité avec laquelle on compose aussi. La loi AGEC aujourd'hui est française, mais Joséphine le disait, il y a déjà des éléments équivalents qui existent dans d'autres pays. Elle deviendra probablement européenne, elle deviendra assurément un jour ou l'autre, sous une forme ou une autre, suisse également, parce que nous allons à un moment ou un autre aligner nos exigences légales. Ça, c'est une évidence. On a beaucoup parlé d'opportunités et de défis, ce qui était particulièrement intéressant. Alors, on a eu les très beaux témoignages de deux entreprises qui sont pionnières dans ce domaine et qui n'ont pas attendu d'embrasser une démarche de durabilité que la loi arrive. Mais ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est que, et vous l'avez dit, cette loi, finalement, vous donne un avantage parce qu'elle permet d'éviter à vos concurrents moins bien intentionnés de faire valoir des prétentions environnementales qui, en réalité, sont souvent peu réaliste ou peu crédible. Et de ce point de vue-là, cet outil est intéressant parce qu'il permet de vous mettre en valeur. Et ça, c'est certainement une des plus grands atouts que cette loi peut proposer. C'est un petit peu les éléments que je voulais souligner. Un autre point que j'avais trouvé intéressant par rapport à l'exemple du jeans, moins 80% d'équivalent CO2 sur un même produit, un produit strictement identique à ce qui existe déjà ailleurs, c'est extrêmement impressionnant et ça montre à quel point on peut aller très loin dans l'économie circulaire et notamment en utilisant le recyclage, mais aussi des solutions plus créatives avec ce mix entre production locale et puis importation de coton, parce qu'il y a aussi
aussi une réalité économique qu'il faut prendre en compte. Donc c'est véritablement très intéressant. Il y avait des défis effectivement, hein, Maped le parlait un petit peu, comment est-ce qu'on intègre l'éco-conception du produit au sein des équipes? Et là, le choix, je trouve intéressant d'un logiciel qui peut être utilisé par tous les collaborateurs est un élément intéressant parce qu'évidemment, pour une entreprise, c'est toujours un défi. Joséphine le rappelait, hein, l'entreprise, sa vocation n'est pas de suivre des règlements, mais de créer des produits. Donc, il faut que les outils soient faciles à prendre en main. C'était une approche intéressante. Je crois d'ailleurs le nom du logiciel, je ne vais pas forcément faire de publicité, mais dans le chat, donc ça peut être une piste également. Il y aura certainement une phase difficile parce qu'il faut intégrer ces outils, ces paramètres, mais petit à petit, avec l'expérience, ça sera de plus en plus simple. Une fois que les premiers produits les premiers plans, pardon, ont été développés pour les premiers produits, ben, petit à petit, ça deviendra de plus en plus facile. En tout cas, on peut l'espérer. Voilà, je vous remercie encore, c'était extrêmement intéressant. J'ai moi-même appris beaucoup alors que j'étais pas du tout un spécialiste. Je vous remercie et je crois que c'est tout. Damien, est-ce que tu veux dire encore quelque chose ou... Juste remercier tous les intervenants pour ces échanges vraiment très, très riches, très complets, et puis pour les témoignages inspirants de tout le monde. Donc merci à tous, merci pour votre écoute, et puis n'hésitez pas, dans le chat, certaines personnes ont mis leur contact. Si vous avez des questions, vous pouvez les contacter directement. Merci beaucoup à vous. Bon après-midi et puis j'espère à bientôt.